Moi, je suis jamais descendu aussi creux sur la planète Terre. Et donc, c'est évident que pour survivre ou pour vivre dans des conditions comme ici, ça prend un sens de la communauté, un sens de fonctionnement, je dirais une culture même. C'est-à-dire que pour être capable de faire face à des éléments, ça prend des référents communs, ça prend des fonctionnements communs. Puis ne serait-ce que pour venir m'asseoir sur cette chaise-là, j'ai appris environ 50 nouvelles règles. 50 choses qu'il fallait faire, auxquelles j'ai jamais pensé de ma vie. Puis je vois les gens autour de moi, ils vérifient certaines choses. Je regarde où ils mettent l'accent quand ils marchent. Je vois la hauteur. Quand ils lèvent le pied, ils savent exactement à quelle hauteur lever le pied. Je me suis enfargé environ 37 fois en m'en venant ici. Mais personne autour de moi, mes guides, se sont enfargés parce que ça fait partie des règles implicites multiples pour s'adapter à un environnement. Puis je pense que un groupe doit s'aider à apprendre ces règles-là et développer les meilleures règles pour fonctionner ensemble. Je pense que, à quelque part, un groupe, un village, une tribu, c'est comme une micro-société. Je me plais à dire qu'il faut continuer à s'inspirer des plus petits groupes fonctionnels si on veut être capable d'extrapoler ça aux plus grands groupes, comme une société, comme un pays. Et on sait que c'est pas facile. J'ai écrit un livre qui a été publié l'an passé qui s'appelle « Je suis un chercheur d'art ». Et c'est un livre sur les mécanismes de la communication humaine parce que j'ai toujours été passionné de communication et à force d'étudier la communication et la psychologie, bien, je me suis rendu compte qu'il y a des mécanismes qui sont absolument fondamentaux dans les relations humaines. Et quand ces mécanismes-là sont bien utilisés, le meilleur des personnes impliquées dans l'interaction ressort. Et le titre « Je suis un chercheur d'art » fait référence à ce potentiel-là. Donc, c'est drôle que je sois dans une mine d'or aujourd'hui parce que la métaphore peut pas être meilleure que celle-là parce que pour trouver l'or, ça prend des bonnes stratégies de recherche et des fois, il faut creuser très loin. On n'aime pas aller où c'est sombre dans nous parce qu'on pense que c'est laid. Et ça, c'est un gros problème d'éducation. C'est pas parce que c'est sombre ou même douloureux que c'est laid. Les humains sont très terrorisés par cette laideur-là qu'on porte en nous. Parce que c'est à l'antipode de notre ego, ce qu'on essaie d'être. Mais pourquoi ça serait l'antipode? Pas nécessairement. Ça va ensemble. Souvent, pour faire un travail plus en profondeur, c'est un travail qui est plus lent et qui est beaucoup moins glorieux que ce qui est superficiel. Beaucoup moins. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui veulent arrêter de souffrir et il y a d'autres gens qui veulent se développer. C'est en interaction, ces deux mécanismes-là. C'est-à-dire, tu peux pas te développer, c'est-à-dire t'élever vers le haut, si on prend la métaphore de la hauteur, sans comprendre d'où tu viens. C'est impossible. On part pas de zéro. Donc, à un moment donné, tout le monde doit passer par des chemins qui sont plus sombres à l'intérieur d'eux. Il faut explorer des zones qui sont plus inexplorées. Il faut creuser, littéralement, en psychothérapie, en coaching, on va appeler ça creuser. Il faut aller creuser une question. On dit ça. Il y a la notion de forêt à l'intérieur d'une âme, d'un esprit. Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a du potentiel, là. Pour faire un processus artistique réellement original, il faut que tu ailles visiter dans des endroits originaux où on ne va pas normalement. Sinon, comment être original? Aller où on va d'habitude? Non. Il faut aller à des endroits ou des chemins nouveaux, des couloirs nouveaux. Je pense que la sagesse, c'est d'être capable d'aller là et de ressortir, de ne pas rester là. Parce qu'il y a des gens qui vont dans le côté sombre et restent là. C'est pas l'idée non plus. Ce sont des endroits qu'il faut visiter, mais à un moment donné, il faut revenir, il faut reprendre l'air et on sait qu'on y a accès. Exactement comme une mine. Je veux dire, oui, on veut le minerai, mais on ne veut pas mourir ici. C'est juste un endroit de transition. On visite, on y vit un petit peu, puis il faut être capable de revenir en haut. Donc, c'est la même chose avec le travail personnel. Et définitivement, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour ça. Il y a des gens qui fuient tout ça. Bien, fuir ce côté sombre-là, c'est fuir une grande partie de nos ressources parce qu'il y a beaucoup de réponses qui sont là. Puis il y a beaucoup de pistes qui sont là. Puis il y a beaucoup même de beautés qui sont là. C'est qu'on pense que parce que c'est sombre, c'est laid. C'est pas laid. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches, ça dépend comment tu extrais cette matière-là, puis comment tu es capable d'en tirer profit. Et là, ça a de la valeur. Donc, je pense que le progrès, ça passe par le développement de notre capacité à faire des bons choix. Puis faire des bons choix implique un paquet de sous-habiletés, comme par exemple,
quels objectifs on considère importants. C'est bon d'avoir des objectifs. La plupart des humains n'ont pas d'objectifs clairs, ce qui est un problème. OK, bon. Là, on dit, OK, ça prend des objectifs clairs. OK, super. Mais est-ce qu'ils sont bons, ces objectifs-là? Puis pourquoi on pense qu'ils sont bons? Fait que ça nous prend une capacité d'évaluer quels seraient les meilleurs objectifs, des moins bons objectifs. Parce que c'est pas parce qu'on a un objectif, puis même on les atteint, qu'il va y avoir du progrès. Pas nécessairement. L'histoire le montre. Il y a plein d'objectifs qui ont été accomplis, qui ont complètement fait reculer l'humanité. Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose qui amène plus de bien avec la conscience qu'on a? La technologie, c'est des millions et des millions d'heures de travail et de conscience mis au service d'une tâche que toi, tu ne peux pas faire. Donc, une technologie, c'est un accélérateur à quelque chose. Et donc, plus il y a de technologie, plus tu as d'accélérateurs à faire toutes sortes d'expériences. Évidemment, il faut que tu en fasses quelque chose de bon, ton expérience, mais quand même, les expériences sont devant toi. Donc, que ce soit un GPS, ça donne la possibilité de ne pas te préoccuper de ton retour. Ça donne la possibilité de te préoccuper de ton expérience d'exploration, ce qui est absolument extraordinaire. T'imagines? Ça te donne le luxe de ne pas avoir peur, de ne pas revenir. Une neutralisation de ça, ça potentialise tous tes sens, ça potentialise ton mouvement vers l'avant, ta soif d'apprendre, de t'émerveiller. Combien ça vaut, ça? C'est absolument inestimable. Voler dans un hélicoptère, voler dans un avion, avoir des voiles hyper rapides qui permettent de faire du parachute, qui permettent de voler, qui permettent de faire du paramoteur. Tout ça, c'est de la technologie. C'est des choses qui donnent un avantage contre les éléments parce qu'on a, pour l'instant, toujours 100 ans à vivre comme humain. J'ai toujours eu l'espèce de fantasme que j'allais me perdre à quelque part, mais vraiment me perdre, là. Ne plus avoir de lien avec le monde, ne plus être relié à la technologie, rien là, de ça. Puis dire vraiment, je suis ailleurs, je suis dans la pleine aventure, confronté à moi-même, sans aucune aide. Mais d'un autre côté, ben, je veux revenir. C'est-à-dire, je veux revenir vivant, je veux voir ma famille, mes amis. Les humains s'adaptent. Les humains trouvent des solutions, surtout quand ils souffrent. Mais les humains, quand ils décident quelque chose, ils peuvent faire des grandes choses. C'est puissant, là. Des humains qui se mettent en action sur quelque chose, c'est puissant. Moi, je pense que les choses vont regarder beaucoup plus positivement que négativement, tel que les médias le décrivent. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier le changement climatique. Ça veut pas ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'il faut le voir un peu plus de façon optimiste. De croire un petit peu plus que les humains, à force de travailler, ils vont se mobiliser. Et il ne faut pas oublier que ça fait même pas 50 ans qu'on s'intéresse à l'environnement. 50 ans d'histoire, c'est ridicule. On vient de commencer. On peut... Tu sais, il faut se donner une petite chance. Pour s'occuper de l'environnement, il faut s'occuper de nous en premier. On ne peut pas sauver une planète Terre au complet, une société au complet, si on a de la difficulté à faire des choix qui sont positifs pour soi. C'est pas possible. Tu peux pas travailler plus fort sur l'environnement que sur soi. Donc, si on veut vraiment travailler en profondeur, il faut partir de la base. Puis la base, c'est soi. Puis soi, ça veut dire ses décisions, ça veut dire sa propre vie, ses propres objectifs, ses propres défis, les propres choses qui nous font peur puis qu'on essaie d'éviter ou qu'on évite depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ces choses-là, il faut y faire face personnellement en premier. Sinon, comment on est capable de construire une société de gens courageux qui font face à des défis ensemble? C'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas ce processus-là, ça veut dire que ça va être la responsabilité de qui de faire ce développement-là en profondeur? Des instances supérieures comme le gouvernement? Le gouvernement, ça n'existe pas. C'est juste des gens ordinaires, comme vous, comme moi, comme tout le monde qui sont autour du plateau de tournage ici, les gens qui creusent ici, les mineurs. Des gens ordinaires qui font des choses. En ce moment, on défend la nature, on défend l'environnement. Mais on a une idée très stéréotypée de qu'est-ce que l'environnement ou la nature. Donc, on défend cette image-là. Mais encore là, est-ce que c'est ça, la nature? Est-ce que ça représente 100% de la nature? Non. C'est tellement immensément complexe, la nature. Puis, on est dans la nature ici. Mais celle-là est sombre, il fait pas beau, il fait chaud ici. On est seul, il fait noir. Nous, on veut le soleil, les arcs-en-ciel, les oiseaux, puis de l'eau. La nature est forgée à partir du concept de la perfection ou de l'extension de Dieu. La nature, c'est comme la vie suprême. C'est comme ce qui est... La nature, c'est comme ce qui est non altéré par la perversion humaine. On peut le voir comme ça, mais on reste sur une microscopique planète. C'est une
toute petite planète, puis on a déjà fait le tour. Donc, qu'est-ce qui est non altéré par l'humain? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de nature parce qu'on touche à quelque chose? Donc, ça veut dire que ça fait des humains des contaminants? Ça veut-tu dire que si on touche à quelque chose, la nature cesse d'être la nature? Est-ce que la nature, c'est que quelque chose de vierge? Donc, il faut revoir cette notion-là de nature parce que elle est rigide présentement, elle est stéréotypée, et donc, encore là, ça rehausse l'espèce de contradiction entre les pilleurs et les gens qui sont purs, c'est-à-dire ceux qui respectent la nature, c'est-à-dire ceux qui n'y touchent pas. C'est pas comme ça qu'on peut concevoir un futur sur une même petite planète. Ce n'est pas comme ça. La nature, il faut y toucher. Puis le concept de la nature doit se transformer. Puis je reviens à la notion de faire des choix. Chaque élément de cette planète-là, on va y toucher. La question, c'est comment, pour quelle fin?